En cette fin mai, moment où je tourne, le soleil a enfin décidé de repointer le bout de son nez. Du coup, ni une ni deux, j'ai sauté sur l'occasion pour vous tourner cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu, est un point lecture. Oui, parce que c'est bien d'acheter plein de bouquins, mais derrière, c'est pas mal aussi de les lire. Et bonne nouvelle, puisqu'aujourd'hui, on est sur un point lecture, ma foi, plutôt qualitatif. Alors bien sûr, comme d'habitude, je vais vous parler de 4 romans que j'ai lus dernièrement. Il y en aura un petit peu pour tous les goûts, même si globalement, on restera quand même pas mal dans le thriller, le roman noir, avec une petite parenthèse quand même dans le cozy mystery. Je ne vous en dis pas plus, c'est parti tout de suite. Je vous propose du coup de commencer par le roman qui, je pense, surprendra le plus sur la chaîne, puisque, oui, ça y est, j'ai enfin lu Rendez-vous avec le crime, le tout premier tome de la saga Les Détectives du Yorkshire, écrit par Julia Chapman aux éditions La Bête Noire. Bon alors oui, je sais, énormément de lecteurs ont déjà découvert cette saga, mais que voulez-vous, de mon côté, j'étais pas tentée plus que ça, j'étais tombée sur ce roman en occasion à un prix, ma foi, fort intéressant. Et c'est tout simplement pour cette raison que je me suis laissée tenter. Après tout, comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et puis c'était l'occasion pour moi de découvrir enfin ce que tout le monde appelle le cozy mystery. Cette histoire prend place dans un petit village un peu paumé en Angleterre où on va principalement suivre deux personnages. D'un côté, une jeune femme qui s'appelle Delilah, qui vit là depuis toujours, qui tient à la fois une sorte d'agence web et en même temps qui vient d'ouvrir une agence matrimoniale. Et d'un autre côté, on va également suivre Samson, qui est un petit peu le garçon rebelle du coin qui revient donc dans ce patelin après avoir été absent pendant de très nombreuses années. Il a vécu à Londres, on ne sait pas trop pourquoi il revient dans ce coin paumé d'Angleterre, mais toujours est-il qu'il n'est pas vraiment le bienvenu. Samson va donc ouvrir dans ce petit village une agence de détective et ça tombe bien puisqu'il va avoir une mission qui va lui être confiée par une femme dont le fils s'est soi-disant suicidé. Sauf qu'elle est persuadée que non, son fils ne s'est pas suicidé, qu'il y a anguille sous roche et par conséquent, Samson va bien sûr enquêter sur cette histoire. Vous vous en doutez, avec l'aide un petit peu contrainte et forcée de Delilah. Et comme je le disais, ça y est, j'ai enfin franchi le pas et découvert ce que l'on appelle du coup le cozy mystery. Un genre pour lequel, je le reconnais, je partais avec pas mal de préjugés. Alors, on va pas se mentir, hein, ce roman n'a pas totalement remis en question les préjugés que j'avais. Disons tout simplement que ce roman m'a confirmé, ou en tout cas m'a apporté finalement ce que j'en attendais. Pour faire simple, j'imaginais avant de débuter ma lecture me retrouver avec une sorte d'épisode d'arabesque perdu au fin fond de la campagne. Alors arabesque, je pense que les plus de 30 ans auront la référence, et pour les autres, je vous invite à aller taper ça dans Google. Et finalement, c'est exactement ce que j'ai eu, sauf qu'ici, la vieille arabesque est remplacée par une petite jeunette et un mec, un brin mystérieux et ténébreux qui revient sur les terres de son enfance. Là où j'ai une vraie bonne surprise, c'est dans le style d'écriture. J'avoue qu'avant de débuter ma lecture, je m'attendais à un style d'écriture assez simple, voire simpliste, mais que nenni, bonne surprise de voir que la plume de Julia Chapman est finalement plutôt bien travaillée. Bon alors attention, hein, je nuance, on n'est pas non plus dans un style d'écriture ultra recherché ou ultra littéraire, mais on sent tout de même qu'il y a eu un certain effort dans l'écriture, une certaine recherche, et j'ai trouvé ça plutôt plaisant. L'auteur prend ainsi par exemple le temps de décrire les paysages, de décrire et d'instaurer son ambiance. Alors c'était peut-être par moments un petit peu trop à mon goût, je le reconnais. Disons qu'une 50aine de pages en moins ne m'aurait pas forcément déplu. En effet, l'intrigue et surtout l'enquête en elle-même mettent pas mal de temps à vraiment s'installer, à vraiment apparaître dans l'histoire. Alors, je pense que c'est entre autres dû au fait que ce roman est un premier tome et que par conséquent, l'auteur a dû prendre un certain temps pour instaurer ses personnages et leur histoire ainsi que leur passé, mais j'avoue qu'un petit peu plus de rythme aurait été le bienvenu. Les personnages quant à eux se veulent drôles, c'est typiquement le genre de perso, je trouve, que l'on va retrouver, vous savez, dans ces séries de l'après-midi sur M6. Ils sont mignons, mais un petit peu trop caricaturaux à mon goût.
Bien sûr, il y a certaines choses que l'on voit venir à des kilomètres. Par exemple, la petite guéguerre de départ entre nos deux persos principaux ne m'a pas dupé absolument une seule seconde. On sait d'avance que l'histoire va bien se terminer, qu'il n'y aura pas d'hémoglobine et que potentiellement on pourrait même rire ou en tout cas sourire de certains dialogues et de certaines situations parfois cocasses. Je pense que c'est typiquement le genre de livre parfait pour les adeptes de feel good, de comédie ou encore de romance qui voudraient s'essayer tout doucement à la résolution de mystères sans non plus avoir à basculer dans un univers qui serait potentiellement trop noir ou trop glauque pour eux. En bref, ça passe bien, c'est léger et pourquoi pas de temps en temps, mais je pense que c'est clair, pour ma part, je n'en raffolerai jamais. J'ai personnellement besoin de retrouver dans mes lectures plus de réalisme, plus de noirceur, ainsi que d'avoir des intrigues et des dénouements plus travaillés et plus approfondis. Parce que soyons clairs, l'intrigue et la résolution ne cassent pas trois pattes à un canard. D'ailleurs, la résolution en elle-même m'a légèrement fait penser à la fin d'un Disney. Je peux pas trop vous dire pourquoi, mais bon, ça vous met un petit peu dans l'ambiance. Disons que c'est trop gentil pour moi, même si néanmoins je reconnais que ça a été bien plus agréable que ce à quoi je m'attendais. Par conséquent, si la suite de cette saga croise mon chemin en bouquinerie à un prix intéressant, je me laisserai potentiellement tenter, mais je ne vais clairement pas courir en librairie pour m'acheter la suite. Néanmoins, je comprends complètement que ce type de roman est vraiment son public parce que je pense que ça répond à une vraie demande d'enquêteurs en herbe qui serait assez vite rebuté par le gore et le sanglant. Bon, et du coup, en parlant de gore et de beaucoup plus sanglant, on va pour le coup mettre les deux pieds dedans puisque j'ai également lu dernièrement Pandemia de Franck Tillier aux éditions Pocket. Bon, alors comme bien souvent dans les romans de Franck Tillier, on va commencer avec deux situations parallèles qui n'ont rien à voir, mais qui vont bien sûr terminer par se regrouper à un moment ou à un autre. Donc d'un côté, on va suivre Amandine, qui est une jeune femme qui travaille pour l'Institut Pasteur à Paris, qui va être appelée dans la réserve ornithologique du Marcanterre où l'on va retrouver des cadavres de cygnes. Elle va du coup devoir faire des prélèvements dessus afin de savoir potentiellement à quel virus on a affaire, étant donné que la grippe aviaire vient de sévir et par conséquent il faut un petit peu contrôler tout ce qui se passe au niveau des oiseaux. En parallèle de ça, on va également retrouver le corps d'un homme qui promenait son chien en forêt de Meudon. Et près du corps de cet homme, on va également retrouver dans un étang un sac avec dedans 4 corps en kit. Alors bien sûr, Franck Charcot va devoir enquêter sur cette histoire, sauf qu'en plus de ça, une espèce de mystérieux virus de la grippe a l'air de sévir dans le commissariat du 36 quai des Orfèvres, ce qui fait que les effectifs sont fortement réduits. Avec ce roman, j'ai donc continué ma découverte de la saga Charcot et Nebel, puisqu'il s'agit, je crois, du tome 9 de cette saga, et je me régale toujours autant. Alors forcément, bien sûr, ce roman a aujourd'hui une résonance un petit peu particulière, étant donné la pandémie que nous-mêmes nous sommes en train de traverser, mais il ne faut pas oublier que ce roman a été écrit en 2014. Franck Tillier aurait-il des dons de voyance dont nous ne serions pas au courant? Plus sérieusement, ce roman paraît bien trop réaliste par certains aspects au vu de la situation que nous-mêmes nous vivons. Donc j'ai envie de dire, si la situation actuelle vous angoisse ou si vous avez une tendance à être un poil hypocondriaque, ne lisez pas ce roman. Parce qu'ici, on baigne complètement dans les bactéries, les microbes, la maladie, en bref, dans l'extermination par l'invisible. Et j'avoue que ça peut être un poil angoissant. Autre point important, je vous déconseille vraiment de lire ce roman-ci sans avoir lu au préalable le reste de la saga et surtout sans avoir lu avant le tome précédent qui s'appelle Angor, parce que pour moi Angor et Pandemia fonctionnent vraiment comme une duologie. Et puis comme bien souvent, certains passages spoilent des éléments des tomes précédents. Donc une fois de plus, je vous recommande vraiment de découvrir la saga Charcot et Nebel dans l'ordre. Une fois de plus, et au risque de me répéter, Franck Tillier pour moi fait le job en nous livrant un roman palpitant du début à la fin, dans lequel on ne s'ennuie jamais malgré ses plus de 600 pages, et qui nous plonge une fois de plus dans la noirceur et l'innommable de ce que l'humain est capable de faire. C'est simple, il ne cesse de repousser les limites des dérives humaines que malheureusement il n'est pas trop difficile d'imaginer comme étant possible.
Comme dans la plupart de ces romans, on a également à côté de ça toute une partie qui va être beaucoup plus scientifique, partie qui est toujours très bien abordée, expliquée de façon très compréhensible, même pour les néophytes du domaine tels que moi, même si j'avoue que dans ce tome-ci, j'en ai peut-être un petit peu moins appris, dû à deux choses. Tout d'abord dû au fait que forcément depuis plus d'un an, nous baignons tous dans cet univers de pandémie et que par conséquent on a appris certaines choses. Et en plus de ça, c'est aussi dû au fait que ce roman aborde, je dirais, une thématique que je connaissais déjà, que j'avais déjà rencontrée dans d'autres lectures et du coup une thématique avec laquelle j'étais déjà familiarisée. D'ailleurs, ce roman m'a par certains aspects rappelé un roman de Dan Brown ainsi qu'un roman de Fred Vargas que j'ai beaucoup aimé pour tous les deux. Attention par contre aux âmes sensibles, certains passages pourraient être franchement délicats. On est dans ce roman avec des êtres humains capables de tout et surtout du pire, donc je vous laisse vraiment imaginer ce qu'un crime perpétré par des êtres sans limite peut représenter. J'ai bien sûr apprécié retrouver dans ce roman les 4 personnages que l'on avait dans le tome précédent qui étaient donc en gore, même si dans celui-ci l'accent est plus mis finalement sur Charcot et sur Nicolas. Le fait d'avoir plutôt un duo masculin mis en avant ne m'a pas du tout dérangé. Au contraire, j'ai trouvé que ça apportait peut-être une nouvelle dynamique et que ça permettait de changer un petit peu par rapport au tome précédent. Par contre, il faut savoir que Franck Tillier n'épargne rien à ses personnages. Je dois même avouer que j'ai été clairement choquée par un événement qui arrive au cours de ce roman auquel je ne m'attendais pas du tout. J'ai peut-être été par contre un petit peu déçue par certains aspects de la fin, même si j'ai du mal à imaginer comment finalement l'auteur aurait pu faire autrement, encore que. Et j'ai par contre vraiment apprécié, dirons-nous, une action concernant cette fin qui laisse entrevoir une évolution dans les tomes suivants et qui potentiellement pourrait aussi expliquer pourquoi d'ailleurs le tome suivant se nomme Charcot. Il n'y a rien à faire, définitivement Franck Tillier est vraiment l'un de mes auteurs favoris et malgré le fait que ses romans soient toujours glaçants, eh bien ces récits sont pour moi désormais synonymes d'histoire chouchou ou en tout cas de bons moments de lecture assurés. Il sait tellement bien me mener par le bout du nez, me faire dévorer un nombre de pages incalculable et il sait tellement bien faire palpiter mon petit cœur. C'est pour moi du très bon thriller français, à la fois intelligent et intéressant, et même si ça peut paraître peut-être un petit peu calibré par certains aspects, ça n'en reste pas moins diablement efficace. Je vais donc continuer à suivre la vie et l'évolution de Franck Charcot et de Lucie Nebel ainsi que de certains personnages qui gravitent autour d'eux. Et bien sûr, je n'ai pas pu résister très longtemps pour acheter le tome suivant qui, j'en suis certaine, sera lu très rapidement. Bah oui, que voulez-vous, c'est l'effet que ça fait lorsque l'on est accro à Tillier. On n'est pas capable de rester très longtemps sans lire l'un de ses autres romans. C'est pour ça que je suis obligée d'en acheter pour avoir toujours une réserve à portée de main. Parce que sinon, le manque est là, se fait ressentir et c'est pas gérable. Ah oui, non mais là vous pouvez me déclarer drogué des livres. Ou en tout cas, drogué de Tillier. Dans un style différent, j'ai également lu Quand vient la nuit de Denis Léane aux éditions Rivage Noir. Bon alors là on est dans un type d'histoire bien différent. Tout d'abord le roman se situe aux États-Unis. On va y suivre principalement le personnage de Bob qui est un homme très gentil, un petit peu renfermé, qui travaille comme barman dans le bar de son cousin, enfin le bar de son cousin. Disons que ce bar a été repris il y a quelques années un petit peu de force par la mafia new-yorkaise. Son cousin lui reste dans les locaux, mais bon, en arrière-cour, c'est vraiment la mafia qui chapeaute un petit peu tout ça. Et un soir, en rentrant chez lui, Bob va faire la découverte d'un chien pratiquement mort dans un tas d'ordures et également d'une femme à proximité. Et disons que cet événement, que cette nuit va un petit peu chambouler sa vie. Ce roman était donc ma toute première expérience avec Denis Léane et je dois reconnaître que son écriture m'a complètement charmée. Bien sûr, Denis Léane est principalement connu pour son désormais très célèbre Shutter Island, mais personnellement j'avais envie de le découvrir avec un roman peut-être moins connu, plus court,
Du coup, Quand vient la nuit m'a semblé être un bon choix et je n'ai pas du tout été déçue du voyage. Je crois que la première chose qui m'a vraiment frappée à la lecture de ce roman, c'est que Dennis Lehane a un vrai don de conteur. Parce qu'à la base, cette histoire n'avait pas franchement grand chose pour me plaire. Tout d'abord, il faut savoir qu'il ne s'y passe pas 1000 choses. Après, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de plus? Je ne le pense pas. Et puis surtout, il faut savoir qu'on baigne du coup pas mal dans ce milieu de la mafia qui est, je dirais, un milieu et une thématique qui en soi, à la base, ne m'attire vraiment pas plus que ça. Et pourtant, très vite, j'ai été captivée par ce que l'auteur me racontait et surtout par la façon dont il le faisait. Comme je l'ai dit, on est donc avec un personnage central qui est Bob, qui est un homme somme toute assez timide, voire taiseux, qui semble presque par moments manquer d'un petit peu de force de caractère et qui est aussi à la fois solitaire et assez religieux. Un homme à la fois intriguant et intéressant qui va vraiment pour moi porter cette histoire puisque tout au long du récit on va finalement suivre son évolution. Évolution ou révélation de la nature profonde d'ailleurs de ce personnage. Là est un petit peu toute la question que l'on va finir par se poser. Et puis autour de Bob vont graviter différents personnages plus ou moins importants dans l'histoire. On a d'ailleurs des chapitres qui vont être à chaque fois centrés en quelque sorte sur un personnage bien spécifique et j'ai trouvé ça pour le coup bien fait. Les différents chapitres se répondaient très bien entre eux. Des personnages ciselés loin d'être manichéens, sauf peut-être pour les passages concernant la mafia. Paradoxalement, ce sera peut-être du coup mon seul bémol, le fait que toute cette partie de l'histoire concernant la mafia ne soit finalement pas plus développée et que par conséquent les quelques personnages qui la composent m'ont semblé du coup un petit peu caricaturaux en comparaison avec les autres personnages qui étaient pour moi beaucoup plus développés et du coup beaucoup plus intéressants. Dans cette histoire, Dennis Lehane décrit la ville de Boston non pas comme une ville pleine d'histoire et de charme comme on a l'habitude de l'entendre, mais plutôt comme une ville américaine où la misère et le manque de moyens n'épargnent personne, où la violence peut se faire vicieuse et cachée mais n'en existe pas moins pour autant, et également où le rêve américain n'est décidément pas à la portée de tout le monde. J'ai bien aimé également la dimension religieuse que l'auteur mêle à son roman parce que j'ai trouvé qu'elle permettait d'apporter un second degré de lecture sans être pour autant trop présente dans l'histoire. Ce roman questionne d'ailleurs sur les apparences, les valeurs qui sont propres, j'ai envie de dire, à chacun, mais également sur la définition et la recherche du bonheur. C'est donc pour moi un roman noir très bien écrit, bien plus profond qu'il n'y paraît au premier abord, où l'humain prend vraiment toute sa dimension, que ce soit d'ailleurs dans sa bonté ou j'ai envie de dire dans sa noirceur profonde. Finalement, je crois que mon regret concernant ce roman est tout simplement que pour moi il était trop court. J'en aurais voulu plus et je pense qu'il y avait en plus de ça vraiment matière à développer encore plus, que ce soit d'ailleurs l'histoire ou les personnages. Après, il faut savoir qu'à la base, Dennis Lehane a écrit cette histoire sous forme de scénario pour le film du même nom qui est sorti en 2014 et que non, je n'ai pas vu. Une démarche du coup un petit peu à l'envers, peu commune, qui explique peut-être du coup le côté assez court de ce roman-ci. Néanmoins, je suis très heureuse d'avoir enfin pu découvrir cet auteur américain dont j'ai tant entendu parler et dont je me sens désormais prête à découvrir d'autres de ses romans, peut-être un peu plus conséquents, qui m'apporteront, je l'espère, cette petite épaisseur supplémentaire qui m'a un petit peu manqué ici. Un auteur donc que je n'ai pas fini de suivre et de lire et qui continuera, je l'espère, à m'apporter toujours autant de délectation que j'en ai eu durant ma lecture de Quand vient la nuit. Et si vous suivez la chaîne, vous devez savoir que j'ai pu me procurer il y a peu de temps de ça le très célèbre Shutter Island. Donc il y a des chances pour que ce soit le prochain Dennis Lehane que je me fasse. Et s'il y a des bruits parasites dans cette vidéo, je m'en excuse par avance, mais je ne sais pas ce qui se passe cet après-midi dans le quartier. Mais c'est la fiesta, à croire qu'ils se sont tous passés le mot pour faire du bruit pendant que je tourne ma vidéo. Bah oui, parce que le soleil étant revenu, si en plus de ça il n'y avait pas de bruit, ce serait pas drôle. Bon après je vais pas me plaindre, hein, pour une fois, le chat a décidé de ne pas troller ma vidéo. C'est déjà pas si mal. Et je terminerai ce point lecture avec un autre roman dont là encore j'ai entendu parler un nombre incalculable de fois, qu'il fallait vraiment que je lise depuis très longtemps. C'est donc enfin chose faite,
puisque oui, ça y est, j'ai enfin lu Petit secret, grand mensonge de Liane Moriarty aux éditions Le Livre de Poche. Bon, alors je sais que ce roman est désormais plutôt connu et qu'en plus de ça, on en a fait une adaptation en mini-série, il me semble. Mais pour ceux qui ne le sauraient potentiellement pas encore, je vais vous faire un mini résumé de l'histoire. Disons qu'au début de ce roman, on va avoir une scène d'ouverture où l'on sait qu'une personne a trouvé la mort durant une sorte de soirée caritative au sein d'une école maternelle. Et par la suite, on va suivre un groupe principalement de 3 mamans, Madeleine, Jane et Céleste, qui ont toutes des enfants qui vont dans cette école maternelle et que l'on va apprendre à connaître jusqu'à finalement avoir à la fin de cette histoire le fin mot justement de l'histoire et savoir qui est la victime dont on parle au début de ce roman, parce que oui, on sait que quelqu'un est mort mais on ne sait pas qui. Comme je le disais, oui, ça y est, j'ai enfin pris le temps de découvrir ce roman dont j'avais tant entendu parler et pour le coup j'ai vraiment bien fait d'écouter les recommandations parce que j'ai beaucoup aimé cette lecture. J'ai vraiment bien aimé y trouver une ambiance à la Desperate Housewives en un peu plus sombre tout de même. En effet, on a des chapitres qui alternent avec les histoires de ces 3 différentes mamans, avec un récit qui débute, comme je le disais, plusieurs mois avant la soirée du drame, qui vont nous permettre de remonter dans le temps jusqu'au jour J afin de faire la lumière sur toute cette histoire et surtout sur l'identité de la victime. Un procédé narratif que personnellement j'ai trouvé très intéressant, surtout qu'en plus de ça, chaque chapitre ou presque se clôture avec les commentaires de personnages que je dirais un petit peu annexes qui gravitent autour de notre noyau dur de personnages principaux et qui permettent vraiment de mettre en exergue les différences de points de vue que les gens peuvent avoir d'une même situation, les cancans si facilement colportés, les idées reçues que l'on peut se faire en se basant juste sur les apparences, ou encore les commentaires clairement futiles parfois de certains. Si j'avoue avoir eu un petit peu de mal au départ avec certains personnages, en tout cas principalement avec le personnage de Madeleine, j'ai vraiment aimé par la suite la découvrir, elle, sa vie, ses angoisses, ses préoccupations, son passé et ce qui a également été le cas pour les personnages de Jane et de Céleste. Parce que si au départ les différentes mamans sont présentées un petit peu comme des femmes parfaites, ou en tout cas c'est vraiment l'image qu'elles tendent à vouloir donner aux autres, et bien assez vite leur coquille se fendit pour finalement nous laisser entrevoir une réalité bien plus complexe. Cette histoire égratigne d'ailleurs pas mal au passage cette tendance qui est encore plus exacerbée, je dirais aujourd'hui avec les réseaux sociaux, et cette pression à vouloir paraître comme une mère absolument parfaite. D'autant plus que l'histoire se déroule tout de même à Sydney, dans cette petite école maternelle qui se veut absolument bien sous tout rapport, où tout le monde est gentil, avec la plage et la mer à proximité. En somme, finalement, un décor que l'on imagine très bien complètement idyllique. Et puis, au fur et à mesure que l'histoire avance, on entre dans quelque chose de plus sombre, de plus réaliste également. Et on aborde petit à petit 2 thématiques que j'ai trouvées vraiment intéressantes et importantes encore aujourd'hui. Des thématiques que j'ai trouvées bien abordées et ça de façon assez complexe et nuancée parce que finalement, avec ces 2 thématiques, on aurait très vite pu tomber dans un raisonnement très manichéen. Or, ce n'est pas du tout ce que l'auteur a fait ici. Bien au contraire, j'ai même envie de dire, et c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant et très intelligent de sa part. Alors oui, ce que je vous raconte peut peut-être paraître un petit peu nébuleux, mais je n'ai pas envie de nommer ces 2 thématiques parce que pour moi, elles font partie, je dirais, des révélations de l'histoire, même si elles apparaissent au cours du récit, et aussi parce que j'ai personnellement aimé découvrir ce roman sans en avoir connaissance. Au-delà de ces 2 thèmes centraux, Liane Moriarty a pour moi surtout écrit ici une histoire de femmes à la fois complexe et nuancée qui aborde d'ailleurs aussi bien les rivalités entre femmes que l'amitié féminine. Bien sûr, étant donné que pratiquement tout gravite autour de cette école, on y aborde forcément un petit peu la maternité, mais pour moi c'est vraiment beaucoup plus une histoire de femme qu'une histoire de mère. Ce roman est assez long, mais pour autant je ne me suis absolument pas ennuyée durant ma lecture et je pense vraiment que l'auteur avait besoin de passer par là, de passer
par autant de détails de la vie quotidienne, de la vie scolaire, et par un récit qui prend son temps pour finalement développer comme il se doit ces femmes et la complexité de leur vie, et ainsi terminer ce récit sur un final que je n'avais pas vu venir. Ce ne sera donc pas un coup de cœur pour moi, mais ça n'en reste pas moins une très bonne lecture qui a su me surprendre. Un thriller que l'on pourrait qualifier de domestique et social à la fois, dont j'ai vraiment apprécié les nuances. Après, j'ai conscience que c'est un roman qui parlera peut-être plus aux lectrices qu'aux lecteurs. Il faut aussi savoir dépasser, j'ai envie de dire, cette aversion que l'on peut avoir potentiellement au départ pour ces femmes qui, pour certaines, peuvent vraiment sembler exécrables entre elles, qui exaspèrent parfois au plus haut point à cause de leurs préjugés, de leurs petites manigances. Mais croyez-moi, une fois justement ces préjugés passés, l'histoire se fait beaucoup plus complexe et intéressante qu'il n'y paraît au premier abord. Et du coup, c'est avec beaucoup de plaisir que j'espère découvrir prochainement d'autres romans de Liane Moriarty, parce que décidément, sa plume à la fois abordable mais pour autant originale a vraiment su me convaincre et m'embarquer. Et si je ne dis pas de bêtises, l'autre que j'ai de l'auteur dans ma pile à lire, c'est Le secret du mari. J'ai cru comprendre qu'on était un poil en dessous quand même, mais bon, écoutez, je l'ai sous la main, alors je pense bien que ce sera le prochain que je lirai d'elle. C'est donc ainsi que se termine ce point lecture qui aura été composé de lectures, ma foi, plutôt très agréables comme vous l'aurez vu. J'espère donc par conséquent que j'aurai peut-être pu aiguiser votre curiosité par rapport à certains de ces titres, et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me dire lesquels en commentaire. Et j'espère donc vous retrouver très bientôt sur cette chaîne. Comme d'habitude, je fais mon max pour vous poster une vidéo par semaine, mais bon, certains le savent peut-être, dans les mois à venir, ça risque d'être un peu plus compliqué. Je croise donc les doigts, on verra bien si j'arrive à m'y tenir ou non. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de mettre des petits pouces en l'air. Et de mon côté, je vous souhaite bien sûr, comme d'habitude, paix, amour et littérature dans vos cœurs. À très bientôt. Bye!